Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à la gare justement pour prendre le départ avec nous à bord du train littéraire qui reçoit ce soir Monsieur Adama Sanogo. Adama Sanogo, connu sous le pseudonyme l'écrivain du temps, est un jeune dramaturge, poète et slameur malien, né le 28 novembre 1995 en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Daloa. Présentement, il est en phase terminale à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Son œuvre s'intitule Ami la Bamakoise, qui est une œuvre théâtrale. On applaudit une fois de plus notre auteur à bord du train. Alors, dans cette œuvre présentée par l'éditeur même, alors celui-là nous dit Amila Bamakoise est une œuvre qui retrace le vécu de trois filles. Amila Bamakoise, Gafou la Blanche et Lagaré. Amila Bamakoise et Gafou la Blanche sont des filles matérialistes qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Cependant, leur sexe reste leur seule arme de séduction pour prendre les hommes au piège. Lagaré, la sainte du groupe, finira par basculer dans cette vie de débauche sous la pression de ses parents. Finalement, elle va se retrouver en France où elle sera une prostituée, tandis qu'Amila Bamakoise et Gafou la Blanche seront confrontés à des maladies suite à leur comportement peu catholique. Telle est la note de l'éditeur. Aujourd'hui, le train va faire un voyage au cœur d'un monde dont on débat peu à bord du train littéraire. C'est le monde de la prostitution, notamment l'histoire de Lagaré. Parce que vous le disiez tantôt, il y a des filles qui arrivent dans ce milieu-là, vraiment parfois parce qu'elles ont été contraintes, quoi. Elles ont été contraintes à être prostituées finalement. Et son histoire, en fait, illustre bien ce côté-là. Et vous parlez effectivement des filles prêtes à tout pour de l'argent. Est-ce qu'on peut penser à des relations sérieuses, amoureuses? Est-ce qu'on peut penser à même au mariage, quoi, avec des filles comme ça quand on a votre âge? Bon, concernant quand même une relation qui paye, une relation pérenne, voilà, je dirais que c'est possible. Tout dépend d'un consensus. Vous verrez que la fille, peut-être parmi les 4 mecs, elle aime quand même un seul. Donc avec ce dernier-là, il peut quand même avoir une relation pérenne. Pourquoi pas une relation sérieuse qui peut aboutir au mariage. Et dans le temps, avec le temps, la fille peut changer et abandonner ce mauvais comportement-là qui est en elle, parce que tout est possible dans cette vie, au fait. Bon, je ne sais pas, il y a une chanson qui dit que tout change, c'est seulement les imbéciles qui ne changent pas. Et je dirais tout. Voilà, je dis. Donc tout peut changer, au fait. C'est ce que je dis, avec le temps, avec la sensibilisation, parce que tout réside dans la communication, au fait. Tu fais asseoir la femme, bon, bien vrai qu'on a eu quand même vraiment un passé peu catholique, louche, je dirais, mais il est temps de faire du sérieux. Et dans ce sérieux-là, on se fixe des principes, au fait. Voilà, voici des limites de la femme, voici des limites de l'homme. Voilà, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et je pense qu'à partir de ce consensus-là, voilà, on peut quand même aboutir à une relation sérieuse. C'est pour dire qu'elle peut changer, au fait. Monsieur Sanogo, chez vous, j'ai un problème. Hein? L'amour et le consensus. Moi, ça me pose énormément de problèmes. Hein? Depuis quand l'amour est un consensus? Pour moi, l'amour s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Mais vous voyez la chose tout le temps sous forme de consensus. On s'est mis d'accord, on le fait. C'est quoi cette histoire d'aimer, cette façon d'aimer? Consensus? Bon, quand même, dans notre société actuelle, même pour le mariage, c'est un consensus, au fait. Le mariage, c'est un consensus. Dans une relation, tout est consensus. L'amour? L'amour même, c'est un consensus. C'est-à-dire que je t'aime, est-ce que tu es prête à m'aimer comme je t'aime? Bon, oui, c'est un accord qui est là. Oui, mais le fait de l'aimer, le fait de l'aimer, par exemple, quand vous aimez une fille, a-t-elle eu besoin de quel consensus pour que vous l'aimiez? Bon, quand on aime une fille, on fixe des règles, en fait. Donc, c'est à elle de dire que, bon, je peux les respecter ou pas. Si elle décide de ne pas les respecter, elle s'en va. Si elle décide de les respecter, on trouve un accord entre nous, on se marie. Quelle est votre définition de l'amour? Ça vous intéresse?
Bon, l'amour, je dirais que l'amour, c'est un sentiment qui naît entre deux personnes, pas plusieurs personnes. Hein. Je dis deux personnes. Voilà, qui se sont mis d'accord de s'aimer et le sentiment est quand même partagé entre ces deux-là. Donc, une femme et un homme qui se trouvent dans un couple ne doivent pas tricher, surtout quand il y a le mariage, on ne doit pas quand même forniquer. Donc il y a des principes qu'il faut respecter, d'où le mot toujours consensus. D'accord. Alors pour votre plaisir, mesdames, messieurs, je vous l'avais dit, il a une plume magnifique. Dans le livre, sur les pages 28-29, je vais vous lire un passage, un texte poétique dans l'œuvre sur les pauvres, si vous voulez. Pauvres. Les pauvres ont toujours tort. Les pauvres sont toujours faibles. Les pauvres sont toujours marginalisés. Les pauvres sont toujours dans les pétrins. Pauvres. Les pauvres sont toujours hors classés. Les pauvres sont toujours rejetés. Les pauvres sont toujours misérables. Les pauvres sont toujours pensifs. Pauvre, toi, pauvre, ton destin est incertain. Toi, pauvre, ta décision est une pacotille. Toi, pauvre, ton avenir est raturé d'encre. Toi, pauvre, ta présence est gênante. Plus tard, il dira, quand il fait jour, on ne te voit pas. Quand il fait nuit, on ne te voit pas. Quand il fait sombre, on ne te voit pas. Même pendant l'éclipse, on ne te voit pas. Quand est-ce qu'on te verra briller? D'ici un jour, peut-être. D'ici une semaine, je ne crois pas. D'ici une année, je ne pense pas. D'ici un siècle, je n'imagine pas. Pauvre, tu n'as pas ta place dans la ville. Tu n'as pas ta place dans les services. Tu n'as pas ta place dans les affaires. Même à l'université, tu n'as pas ta place. Toi, pauvre, bats-toi pauvre pour te faire une place au soleil. Je m'arrête là. Finalement, oui, on peut applaudir. J'ai deux problèmes à ce niveau, M. Sanogo. Parce que moi, je suis un grand pauvre, moi. Et j'ai l'impression que nous, les pauvres, eh bien, ça y est, c'est fini. On a encore un siècle pour sortir de la pauvreté. Vous ne nous donnez aucune chance, là. On ne peut pas sortir de la pauvreté. Au fait, vous faites référence à des vers qui s'y trouvent, n'est-ce pas? Oui. Quand elle dit que d'ici une semaine, je ne crois pas, d'ici un siècle, voilà, je n'imagine pas. C'est-à-dire que là, on voit que l'espoir est quand même perdu. Même dans ça aussi, même si l'espoir est quand même perdu, parce que ici, c'est le doute au fait. Elle doute. Elle prononce des vers, mais tout en doutant au fait. C'est-à-dire que c'est possible de se réaliser au fait, étant pauvre. Mais toujours, il y a ce doute-là. Donc, ce recueil de poèmes-là est juste pour encourager ceux qui pensent qu'ils sont pauvres, qu'ils ne peuvent pas réussir au fait. Donc c'est pour dire que bon, on est pauvre, bien vrai qu'on n'a pas quand même la même chance que ces enfants des richards. Quand même, en se battant dans la vie, en se donnant en fond, on peut se faire remarquer un jour. Et la preuve est là, parce que quand on est pauvre et qu'on travaille, on se fait remarquer, un beau jour quand même on aura sa chance. Donc, cela ne veut pas dire que non, les pauvres ne peuvent pas réussir au fait, parce que les vers sont constitués du doute au fait. Voilà. D'accord. Alors, toujours dans la pièce, et à 22h comme prévu, Amila Bamakoise retrouve son professeur à l'hôtel. Suivez le passage. Suivez la description de la scène et comprenez avec moi que nous avons ce soir en face de nous quelqu'un qui s'y connaît très bien. Alors suivez-moi. Maintenant, Ami la Bamakoise, elle est dans la chambre d'hôtel. Ami la Bamakoise sur le lit, elle dit: on dirait que mon cher professeur est pressé de sauter sur moi afin d'écarter mes jambes. Soyez patient, car nous avons toute la nuit. Et le professeur, c'est Dr Essan.
qui n'arrive pas à quitter les yeux sur les belles cuisses de Amila Blanche et la Bamakoise. Et qui dit, oui, depuis un certain moment, j'attendais cette occasion avec vous. Ne perdons pas de temps. Amila Bamakoise, prenez le stylo rouge. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi. Je vous donnerai le barème de la correction. C'est moi la détentrice des mauvaises notes et des bonnes notes aujourd'hui. En un mot, je suis la cheftaine de l'université grâce à mon pouvoir féminin. Avant que vous ne me touchiez, mettez 16 devant mon nom. 15 pour Gafoula Blanche et 14 pour Lagaré. C'est le prix à payer pour m'avoir. Vous en dites quoi, professeur Essan? Cette chose qui est dressée devant moi ne connaît pas de nourriture, ni eau, ni même le savoir-faire d'un métier, sauf ce que vous possédez entre vos jambes et son unique festin. Je vous le donnerai. Amila Bamakoise. Allez-y donc, je vous attends. Docteur Essan prend un bic rouge et note Amila Bamakoise et ses deux camarades. Et il dit, c'est fait. Maintenant, je peux commencer mon travail? Amila Bamakoise répond, avec plaisir. Je vous attends toute froide. Réchauffez-moi et envoyez-moi au 7e ciel. Je m'arrête. Bon. Avec votre permission, moi je voulais lui demander s'il a une fois été enseignant. Parce que la façon dont il décrit la scène, comme s'il était là. Mais bon, vous soulevez quand même un grand problème. Un sérieux problème qu'on appelle les NST. Les notes sexuellement transmissibles. Vous en voulez à qui ici? À l'enseignant? À l'étudiante qui se donne pour avoir les notes? Ou à l'État qui, par ses représentants, recrute des gens pourvu qu'ils aient un diplôme, peu importe qu'ils ont le niveau ou pas? Vous en voulez à qui? C'est-à-dire dans la chaîne là. Bon, en décrivant ce tableau, parce que c'est tout un tableau qui est quand même... voilà, j'ai écrit tout un tableau pour ce thème-là, parce que c'est ce thème-là qui m'a inspiré lors de mon parcours primaire et universitaire, au fait. Je crois que tout ce que j'ai dit dans le livre, tout se passe, hein. Et ils le savent que tout se passe aujourd'hui, même dans les universités, oui, dans les écoles, au fait. Mais les mots là, les mots que vous utilisez sont des mots d'initiés, hein, d'habitués. Hein. Bon, juste pour dire... On peut quand même savoir, mais aller jusqu'à savoir ce qu'ils se disent et comment ils se parlent. Oui, bon, tout ça, c'est le talent d'un écrivain, en fait. Ah, okay. Voilà, il faut savoir quand même scénariser. Voilà, il faut savoir scénariser. Et puis, de nos jours, je pense qu'il faut quand même sortir de l'esthétique, quoi. Il faut quand même écrire et choquer pour faire comprendre, en fait. Parce que quand on caresse des mots aujourd'hui, ça ne passe pas. On ne va pas quand même se cacher derrière des beaux mots. Il n'y a pas de pudeur dans la partie là. Hein. Ouais, bon. Et s'il s'agit de choquer, croyez-moi, ça choque. Ouais, non, parce qu'après la lecture, d'autres disent que bon, le style dans le livre est un peu osé, parce que d'autres même vont dire que c'est un peu vulgaire, mais je dis que c'est fait exprès, au fait. Parce que moi, je ne vais pas quand même me cacher derrière l'esthétique, parce que quand on dit de l'esthétique, c'est-à-dire qu'aligner les beaux mots, parfois même d'autres le font sans rien dire, au fait. C'est juste la beauté recherchée. Moi, je ne suis pas dans ça, au fait. J'écris, voilà, avec des mots tel que ça me vient en tête. Je ne réfléchis pas trop, en fait. Je ne me torture pas trop l'esprit et j'écris. Pour répondre à votre question, vous avez dit que c'est la faute aux enseignants ou bien... À l'État, aux recruteurs, aux employeurs ou alors aux filles. Parce que s'il s'agit d'avoir des diplômes, parce que si alors on se donne pour des notes, c'est qu'on ne veut que le diplôme. Et si on ne veut que le diplôme, c'est qu'il nous suffit juste d'avoir le diplôme pour avoir un boulot. Oui. Alors vous en voulez à qui? Qui est coupable de quoi ici? Parce que c'est un sérieux problème quand même que vous soulevez. Oui, bien sûr. Moi, je pense que chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire. Les étudiants sont indexés et également que les enseignants. Et parlant des étudiantes, puisque ce sont les filles qui sont concernées dans le livre, donc on va quand même un peu se pencher sur elles, au fait. Je pense que... surtout à l'université ou bien à l'école même. Bon, prenons le cas de l'école en général, pas l'université, parce que ça se passe partout. À l'école, on voit qu'il y a des filles qui ne viennent pas à l'école,
ou bien qui ont un plan B. Il y a toujours ces filles-là qui sont assises à la maison, qui disent que bon, elles comptent sur quelque chose au fait. Donc, elles n'étudient pas, elles vont se donner au professeur juste pour avoir peut-être, il ne serait que 13 ou 14 de moyenne comme ça pour passer en classe supérieure. Donc là, on voit qu'elles doutent de leurs capacités ou bien de leurs compétences au fait. Donc quand on doute de soi, quand on se dit que non, bon, on ne peut que accepter ces genres de choses au fait, se rabaisser jusqu'à ce point. Quelque chose qui n'est pas quand même bon. Donc, les filles ont l'air pas des responsabilités au fait. Donc, si les filles, quand même, bon, quand je dis les filles, ce n'est pas toutes les filles, hein. Il y a quand même des cas particuliers parce qu'on a vu des filles très brillantes ici qui sont quand même très, très, très intelligentes que les garçons. Oui. Oui. Donc, quand on dit des filles, ce n'est pas elles toutes au fait. Première depuis la maternelle. Voilà, il y a des filles qui sont premières partout où elles passent. Donc, ces filles-là se contentent seulement préfèrent avoir les notes autrement, si je peux me le permettre de le dire. Et quand même, le seul moyen qui existe, connu de tous par le commun de mortels, c'est quand même coucher avec un professeur et avoir les notes. Donc, si elles se prenaient sur... Pour quelle finalité? Bon, quand même, il y a des filles qui le font juste pour passer en classe supérieure. Il y a tout au fait. Oui. Il y a pour passer en classe supérieure ou bien pour avoir des notes, d'autres même pour avoir un boulot et certaines même pour avoir le diplôme. Donc il y a plusieurs objectifs qui est là, quoi, visés. Ça dépend de la personne. Maintenant, il y a le tableau nous dresse un serpent, je crois, 3 ou 4 têtes, quoi. Oui, il y a la fille qui s'offre. Oui, oui. Il y a par exemple l'enseignant qui est très gentil, qui a les plâtres au cou. Tu as l'État, qui peut recruter. Tu as les employeurs. Tu as la société qui regarde tout ça sans broncher. Alors, entre ces 3-4 têtes de ce serpent dangereux, laquelle de ces 3-4 têtes commenceriez-vous par couper, quoi, pour résoudre, pour soigner? C'est un mot. Oui. Bien sûr que ce sont les enseignants. Parce que... C'est trop facile ça. Moi, je m'explique. Je suis enseignant, je vais défendre tous les enseignants. Je m'explique. Pourquoi je dis que les enseignants? Parce que quand même, c'est eux, on voit, c'est eux qui sont des responsables, en fait. C'est à eux qu'on confie les élèves ou bien les étudiants, quand même. Donc, quand ces filles-là viennent envers eux, ils peuvent quand même, quel qu'en soit le besoin de la fille, peut-être ça peut se faire même qu'elle aime seulement le professeur ou bien l'enseignant en question. Ça peut se faire. Ça peut être dû à l'argent ou bien pour avoir une note. Quand même, il suffit, si elle est dans le besoin, parce qu'il y a des enseignants qui profitent de la faiblesse des filles, surtout celles qui n'ont pas de moyens pour faire ce genre de trucs au fait. Ça peut arriver. Et puis aussi, il y a des filles qui s'adonnent au professeur juste pour avoir une note, ça peut arriver. Mais je dis juste que quand elles viennent envers ces professeurs-là peuvent quand même les sensibiliser, les montrer le droit chemin. Si possible, pourquoi pas les aider si elles sont dans le besoin et ne rien attendre en retour au fait. Et pour celles qui le font à cause des notes, ils peuvent dire simplement, donc, je crois que ce n'est pas la bonne manière. Ici, on est dans une école, même dans les tests de l'école, c'est interdit quand même. C'est interdit. Donc, tu peux quand même... lui expliquer des règlements intérieurs, des tests, peut-être elle comprendra et à la suite de ça, elle peut quand même prendre conscience de son erreur, voilà, et se racheter. Donc c'est pour raison pour laquelle j'accuse les enseignants qui sont quand même les principaux fautifs. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enseignants finissent par marier leurs élèves ou leurs étudiantes? Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais, j'ai eu même plusieurs cas. Comme quoi, dans ce travail-là, on est amené chaque année à voir des jolies jeunes filles, des jolies jeunes dames. Le cœur, on ne le commande pas, quoi. Imaginez un enseignant qui est amoureux d'une fille. Il est amoureux. Et il ne sait même pas comment aborder cette fille. Il ne sait même pas comment l'aborder. Il est en train de prier matin, midi et soir le bon Dieu pour qu'il puisse résister jusqu'à la fin de l'année scolaire. Croyez-moi, il y a certaines années scolaires, là, quand on est enseignant, on est pressé que ça finisse pour ne pas revoir certaines personnes parce qu'on peut craquer à tout moment. Les enseignants souffrent, hein, mon frère. Les enseignants souffrent. Tout le monde peut aimer dire je t'aime. L'enseignant, il est obligé de garder, quoi.
Ok. Vous pouvez vous balader avec qui vous voulez, il n'y a aucun souci. Oui, oui. L'enseignant, il n'a pas ses droits. Mhm. C'est très compliqué en fait. C'est- Imaginez un enseignant qui attend une fille depuis 3 ans. Ok. Elle n'est même pas dans sa classe d'abord. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire en première année, Oui. il voit la fille. Il prie le bon Dieu pourvu que je puisse lui enseigner un module un jour. La deuxième année, il n'a pas cette chance. La troisième année, il n'a pas cette chance. C'est l'année de maîtrise même. Voilà, la fille est dans sa classe. Oui. Et cette fille commence à provoquer Michel. À prendre le numéro de Michel. Michel, c'était juste un bonsoir. Michel, c'était juste un bonjour. Oui. Eh, Michel est reconnu. Hein? Non, mais public. Non, mais honnêtement, est-ce que c'est facile cette affaire? C'est facile. Donc, l'enseignant doit être un robot. J'ai dit tout ça pour une question, M. Sanogo. Oui. Quel est le prototype de l'enseignant que vous aimeriez promouvoir dans l'école malienne en fait? Bon, c'est pourquoi il existe l'abstinence en fait. On dit toujours qu'il faut s'abstenir et puis il ne faut pas mélanger les choses au fait. Il faut savoir faire la part des choses, le sentiment et le boulot. Quand vous voyez une fille dans votre classe que vous aimez très bien, quand même l'idéal c'est peut-être quand vous êtes un enseignant modèle, sérieux, je dis, c'est de l'approcher. Si vous voulez faire du sérieux quand même, hein, aller chez ses parents, demander sa main, fixer le jour du mariage et la mettre chez vous. Personne ne va vous critiquer pour ça, au fait. Je vais vous dire ce qu'il y a sur le chemin de l'enseignant. Oui, personne ne va vous critiquer ça. Ce qu'il y a sur le chemin de Ok, l'enseignant. allez-y. Les parents vont dire que tu n'es pas un bon enseignant déjà. Oui, oui, ils vont le dire. Hein. Tu n'es pas un bon enseignant. Il risque d'aller même se plaindre à la direction. On risque de mettre l'enseignant dehors. Hein. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il n'y a rien. On va dire à la fille, non, il te fout renseignement, hein, il n'a pas d'argent. Hein. Voilà. Vous parlez d'abstinence dans un pays d'une grande liberté, d'une grande licence sexuelle comme ça, d'ailleurs, d'où votre thème. Êtes-vous capable de vous abstenir longtemps? Finalement, rappelons-nous, quand il y a eu le sida, il y avait comme moyen de prévention quoi et quoi. On a dit aux gens de s'abstenir ou alors de faire quoi? D'utiliser les préservatifs. Finalement, quelle est la thèse qui a pris le poids? L'abstinence ou le port des préservatifs? Parce que ce que vous demandez, est-ce que l'enseignant, ce que je veux vraiment savoir, quoi, tel que vous voyez l'enseignant, vous pensez que c'est un surhomme? C'est ça, l'enseignant? Je veux vraiment comprendre ce que c'est l'enseignant pour vous. Pour moi, je pense que l'enseignant, c'est quand même un être humain comme tout le monde qui peut quand même s'adonner à tout comme tout être humain parce que c'est un humain en fait. Mais dans un tel cas, ce n'est pas quand même appréciable qu'un enseignant entretienne une relation amoureuse illégale avec quand même une étudiante ou bien une élève au fait. Bon, donc, comment je conçois l'enseignant, c'est quand même quelqu'un qui est droit, qui donne le bon exemple au fait, qui peut être un exemple partout où il passe. Vous dites qu'il mais il ne faudrait pas que chaque fois on me dise qu'il enseignant là, oui, c'est rentré sur il ne faudrait pas que... Parce que quand ça arrive comme ça dénaturalise au fait le métier. Parce que vous êtes enseignant, hein? Je suis concerné. Voilà, bon, vous êtes les responsables quand même des classes et tout. Voilà, donc vous devez être exemple. Dans le cas où vous ne pouvez pas vous abstenir, il y a aussi... On fait quoi? Voilà, j'en viens en fait. Il y a aussi un deuxième cas. C'est ce que j'ai dit au fait. Allez-y chez la fille, demandez-lui sa mère. Ne considérez pas les critiques de la société qui vont dire que surtout les parents qui disent que oui, voilà, moi je pense que c'est une fille, c'est une femme destinée au foyer, donc elle finira dans le foyer. Donc c'est là sa place au fait. Donc si elle est là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et revenons vraiment sur le thème principal. La prostitution aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sérieux problème. Très sérieux. Un sérieux problème. Et il y a plusieurs formes de prostitution. Et nous aimerions comprendre avec vous
quels sont alors vos objectifs en fait en publiant ce roman-là? Ok. Le combat est connu, vous l'avez déjà dit. D'abord, interpeller le plus grand nombre, pour ne pas dire tout le monde, sur ce qui se passe, afin que tout le monde soit invité à la réflexion pour mettre fin à tout ça. Mais quelles sont vous-même, d'ores et déjà, vos propres positions? Bon, en publiant le livre, je vais juste montrer à la société malienne de ne pas quand même critiquer ces filles-là qui s'adonnent à la prostitution, de ne pas les voir et dire que bon, Die Sungurba est une prostituée sans savoir qu'est-ce qui les pousse dans la prostitution en fait. Parce que quand même les causes sont nombreuses. Il y a la pauvreté qui est là. On peut parler de la pauvreté parce qu'il y a certaines familles qui sont quand même qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc, vu cela, les filles sont obligées d'aller se prostituer et avoir de quoi à ramener à la maison pour le petit repas du père, du vieux, comme Amila Bamakwaz et Gafou la Blanche. Gafou la Blanche le faisait au fait. Donc après la pauvreté, quand même, nous avons quand même la pression familiale qui est là. C'est le cas de Lagaré dans le livre, qui ne voulait pas se prostituer au début, mais pas fini, qui a basculé dans cette vie-là sous la pression familiale, au fait. Pour dire qui est aussi lié à la pauvreté en quelque sorte. Oui, voilà, qui est lié aussi à la pauvreté. Et puis aussi, dans notre pays, il y a le poids du chômage. Vous verrez qu'il y a beaucoup de filles ou bien beaucoup de femmes qui ont fini avec les études, toujours concernant, parce que les garçons en font partie, mais puisque ça concerne les jeunes filles, au fait. Donc, qui sont confrontées au chômage, qui ne savent rien faire, qui savent faire quelque chose, mais qui ne trouvent pas de l'emploi, au fait. Donc, vu là, elles ont quand même des besoins, donc elles sont obligées de le faire, au fait. Donc, après le chômage, peut-être d'autres le font aussi, juste pour le plaisir. Pour le plaisir? Oui, juste pour le plaisir. Parce que... Et quel est le genre de plaisir ici? Est-ce que c'est des nymphomanes ou vous parlez de quel type de plaisir? Il y a tout, hein. On peut parler de la nymphomanie et juste par plaisir, quoi. Juste par plaisir. Ok. Oui, et je le fais. Et puis il y a d'autres aussi qui le font par imitation. Je m'explique. Vous verrez que la grande sœur était une prostituée, la petite sœur quand même est une prostituée, même la Benjamin quand même va essayer d'imiter les autres, même si elle ne connaît pas. Voilà, elle va essayer d'imiter. Donc les causes sont quand même très énormes au fait. Donc je veux juste inviter la société voilà, à comprendre ces filles-là, de ne pas les juger et de savoir pourquoi elles le font et pourquoi ne pas l'aider au fait. Voilà, donc, et puis j'appelle mes jeunes sœurs à une prise de conscience pour dire qu'il ne faut pas tout reposer sur l'homme, il faut se battre et considérer l'homme en tant qu'un bonus, c'est-à-dire qu'il n'attend pas de lui qu'il fasse tout pour vous. Parce que quand un homme fait tout pour vous, quand même, il n'aura pas du respect pour vous. Donc, considérez juste les hommes comme des bonus. En tout cas, concernant la théorie pauvreté comme source explicative de la prostitution, je ne sais pas si on a la même lecture. Pour le départ, moi je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire pour le début, que pour des raisons de pauvreté, qu'une fille se prostitue. Il se trouve que ce que les prostituées gagnent chaque nuit, c'est énorme. Bon, ça dépend du marché. Non. Imaginez ce que les prostituées gagnent. Il faut voir leur tenue. Il faut voir leur téléphone. Il faut voir leur voiture maintenant. Ah oui, elles ont même des voitures maintenant. Bon, pour ne pas citer de nom. Quelqu'un qui peut s'acheter dernière sortie iPhone, ou même si elle n'a pas acheté qu'on lui donne, mais quelqu'un qui garde dernière sortie iPhone, est-ce que cette personne est encore pauvre? Bon, je m'explique. Il y a des filles qui rentrent dans le domaine juste parce qu'elles sont pauvres. Mais Taralé fait. Voilà, quand elles sont dans le domaine, elles sont déjà habituées. Quand même, quand elles se font quand même fortune, elles ne peuvent plus s'en passer de cette vie-là parce qu'elles sont déjà habituées à avoir des biens, voilà, vraiment en se prostituant. Donc, c'est difficile pour ces filles-là de retourner dans leur vie de misère, même si d'autres
Parce que certains le font. Hein. Quand ils sont dedans, quand ils ont de l'argent, elles vont investir et puis elles montent un petit projet, elles abandonnent. Vous ne trouvez pas que ça, c'est la piste qu'il faut promouvoir justement dans ce milieu de la prostitution? Bon, même si c'est cela, mais il ne faut pas quand même encourager, c'est pas bien. Ne pas encourager la prostitution, oui. mais celles qui sont déjà prostituées et qui gagnent de l'argent, plutôt que dilapider encore cette somme-là, les encourager à investir afin de retrouver leur noblesse. Bon, dans ce cas, je dirais que c'est bien, mais je ne vais pas dire que bon, rentrez dedans quand vous avez un peu ressorti et venez construire votre vie. Parce que ça dépend en fait. Parce que quand tu dis ça, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire que bon, ils ont dit qu'on peut le faire. Hein. Arrivé à un moment, on peut reculer. Non, parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Adama Sanogo, Amila Bamakwaz, on l'applaudit. Alors, public, voilà, Kwasi est là. Donc, si vous avez des questions, moi je suis fatigué, il a la réponse à tout. Donc, à vous de lui poser vos questions. On est sans tabou, on est entre jeunes aujourd'hui. Sans tabou. C'est vrai qu'il y a des imams qui nous écoutent, il ne faut pas oublier. Bonsoir à tout le monde. Mon nom est El Hadji Diko. Je suis détenteur d'une licence professionnelle en création et gestion des entreprises. D'abord, le genre. Pourquoi vous avez choisi le théâtre? Parce qu'il y a plusieurs genres. Vous auriez dû choisir, par exemple, on va dire, un recueil de poèmes, comme M. Dissan l'a dit. Ok, vous avez dit que ça, c'est un peu héréditaire. Ah non, j'étais là. Oui, je sais, c'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi pas, par exemple, un essai? Le roman, vous allez dire que c'est un peu imaginaire. Mais l'essai n'est-il pas plus scientifique que le théâtre? Parce que le théâtre met des personnes en scène et vous imaginez encore. Mais si c'est un essai, il y a plus de pistes scientifiques. Vous pouvez même y insérer des chiffres. C'est plus scientifique, je vais dire. Évidemment. Donc pourquoi pas un essai? Et je continue sur... Là, je vais rentrer dans le thème même, la prostitution. Nous vivons quand même dans une société bizarre. Une société où on vous dit que l'argent, c'est rien. Or, certaines dames se vendent pour de l'argent. Le président de la République arrive à détourner des millions pour de l'argent. Il piétine le serment qu'il a prêté pour de l'argent. Quand vous partez à la pharmacie, les médicaments, c'est de l'argent. Le policier, quand il vous rattrape, c'est de l'argent. Et pourtant, on nous éduque qu'avec cette idéologie selon laquelle, ah ben non, l'argent, c'est pas l'important. Hein. L'important, c'est le bonheur. L'important, c'est la connaissance, le savoir. On vous sort des théories à 2 balles qui, nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette façon d'éduquer? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas enseigner à l'école l'éducation financière? Comment gagner de l'argent à l'état brut? C'est-à-dire, depuis le lycée, on enseigne à l'enfant comment gagner de l'argent. D'abord, c'est quoi l'argent? On ne sait même pas ce que c'est que l'argent. Or, depuis à bas âge, donne-moi 100 francs, donne-moi 200 francs, mais on ne nous enseigne jamais ce que c'est que l'argent. Et on ne vit que pour ça, finalement. Tu vis pour avoir un emploi. Quand tu as un emploi, tu veux un autre emploi mieux payé. Après, tu veux un autre encore mieux payé. On ne vit que pour l'argent. Et même quand tu pries, tu finis, c'est l'argent. Et après, c'est pour nous sortir de théories selon lesquelles l'argent, c'est rien. Donc, je continue toujours. Donner comme excuse la pauvreté, est-ce que c'est pas trop facile? Monsieur Dissan en a parlé. Est-ce que souvent, c'est pas pour le luxe? Tout le monde est pauvre. Hein? Même ceux qu'on croit riches, souvent, ils sont en manque de liquidité. Hein? Même le président de la République, souvent, il n'y a rien dans ses poches. Si c'était une présidente, elle ne va pas se permettre de se prostituer. Elle continue le travail ou bien... Je pense que je voudrais vous dire que fixer comme... Dire que je me prostitue parce que j'ai besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent, moi j'ai besoin d'argent, monsieur l'écrivain en a besoin, madame en a besoin, tante en a besoin, mais elle ne se prostitue pas. Ce n'est pas une raison. Il y en a qui mendient dans la rue. Il y en a même qui vendent des beignets au bord des goudrons. J'ai vu des femmes, des apprentis dans les Sotramas. C'est magnifique. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vendent le carburant, les pompistes. Il y a des femmes lave-gardes. Alors, c'est quoi? C'est trop facile. La pauvreté, nous dire que je me prostitue juste parce que j'ai besoin d'argent. Et malheureusement, c'est 2 côtés, même les garçons le font. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, et le marché est bien fructueux, ça marche bien. Oui, peut-être tome 3, ça va être sur ça, je ne sais pas. Le gigolo, évidemment, ça marche maintenant, le marché est fructueux. Je ne sais pas, voilà. Après, là, il y a une certaine typologie de prostitution qui sévit dans notre société, surtout la société malienne, dont vous n'avez pas parlé. Elle, c'est ma copine. N'est-ce pas? Évidemment. Elle, c'est ma copine, tout va bien, mais on l'a inculqué que dans la société, c'est l'homme qui donne de l'argent à la femme.
Donc elle a cette idéologie en tête. Dès que je la drague, je prends les numéros. Aujourd'hui, au train littéraire de la gare, demain je l'appelle Kérédi Kemeflala Kengounde. C'est quoi ça? C'est une forme de prostitution, elle vend quelque chose. Elle vend quelque chose en contrepartie de mes 1000 francs de crédit. Et ça, c'est tellement fréquent. Qui est là qui a copine qui ne donne pas l'argent à sa copine? C'est très rare. Et la copine donne quoi en contrepartie? C'est la même chose. Sauf que les autres, elles ont officialisé, elles sont au bord du goudron. Voilà, et il y a la lumière, vous le voyez, mais il y a des gens aussi qui sont en bas. Et ça, c'est tout non, pas toutes. Beaucoup de nos sœurs font ça. Le dernier point, je peux me le permettre? Concernant les notes sexuellement transmissibles, M. Dissan, je trouve que c'est trop facile de dire que l'enseignant, il est humain, il ne doit pas. Ah, mais non, c'est le même cas avec les policiers. J'ai assisté à une conférence avec l'ex-ministre de la Sécurité, M. Sanogo, je crois bien. Une dame l'a posé la question, la dame lui a dit, si je donne 1000 francs à un policier pour qu'il me laisse partir, est-ce qu'il doit accepter? Il y a le ministre qui lui dit, pourquoi vous lui avez donné 1000 francs? Parce que vous oubliez que quand vous lui donnez 1000 francs, vous aussi vous êtes en tout cas entre corrompu et corrupteur, vous êtes corrupteur et lui il est corrompu. Mais après on a pris la parole, on a dit, monsieur le ministre, ben non, vous ne pouvez pas comparer. S'il y a des règles dans la société, c'est parce qu'on sait que les citoyens vont les transgresser. L'homme il est naturellement comme ça. On transgresse. On sait que le feu brûle, mais souvent on allume le briquet, on essaye de voir quoi. On est comme ça, on sait que l'eau mouille, mais souvent on se mouille. On fait exprès, l'humain il est comme ça. Donc si les règles existent dans la société, c'est pour les transgresser. Je rejoins Aristote qui l'a dit. Et c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas comparer un citoyen de la cité qui, pour lui c'est normal de transgresser les règles. L'étudiante c'est un peu normal qu'elle cherche les notes, avec tous les moyens je vais dire. C'est un peu normal. Elle doit transgresser les règles. Et puis elle est jeune. Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs. Je m'appelle Moussa Issa Sissoko. Un exposé très très intéressant. Mais néanmoins, il y a quelques zones d'ombre. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnages dans ton roman. Mais le roman est plutôt basé sur la gente féminine en fait. Deuxièmement, je voudrais savoir quelle est la quintessence de ce roman en fait. Quel est le message le plus profond qui est vraiment caché derrière ton roman? Alors ce sont ces deux questions que j'ai à poser. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Yaya Mohamedou Maïga. Et monsieur Sanogo, ce que je voudrais bien comprendre, qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire ce livre? 1. 2. Pourquoi vous avez choisi les 3 noms de ces filles? Ces filles te plaisent ou c'est pas... Ok, merci, je vous remercie. Ok, on va commencer par Diko qui a trop parlé et que j'ai retenu seulement que 2 questions. Si j'ai une bonne mémoire quand même, 2 questions. Hein. Parce que les autres sont, je pense que ce sont des suggestions et autres. Ou bien je me trompe? Il y a dans la pensée de Diko un premier point. C'est-à-dire évoquer la pauvreté, pour lui c'est trop facile. Plutôt que la pauvreté, il aurait par exemple utilisé le goût du luxe. Il y a dans son propos que, alors vous êtes journaliste, plutôt que de la littérature, pourquoi pas de la science? Surtout que vous êtes journaliste, pourquoi pas un essai par exemple qui allait nous permettre de savoir par exemple entre autres le nombre de prostituées, les différentes formes de la prostitution, voilà, les difficultés dans lesquelles ces prostituées se trouvent. Pour lui, et parce que j'ai bien compris son idée, est-ce qu'en procédant de cette façon-là, on n'aurait pas fait mieux que par une pièce de théâtre? Il y a, voilà, grosso modo, ce que je retiens chez lui. Ok, moi je pense que voilà, le monde de la littérature est très vaste. Il y a la poésie, l'essai, le théâtre, le roman, la nouvelle. Moi je pense que c'est à l'auteur
de choisir les gens qu'ils maîtrisent le mieux. Bon, par exemple, il y a des écrivains qui préfèrent la poésie, qui ne peuvent même pas écrire un roman en fait. Si vous demandez quand même à cet écrivain de se prononcer si un essai ou bien un roman, ça sera très difficile. Et le message qu'il veut véhiculer, peut-être ça peut pourrir ou bien il peut mourir même avec. Parce qu'il n'a pas cette capacité d'écrire un roman en fait. Donc, que ce soit l'essai, que ce soit la poésie, que ce soit le théâtre, je pense que ce qui est le plus important, c'est le message véhiculé. Peut-être je n'ai pas parlé des chiffres, mais quand même dans la poésie, peut-être c'est l'alignement des mots et des chiffres. On peut même mettre des chiffres à l'intérieur de la poésie et bien rimer, au fait. C'est possible. En fait, il a fait une ouverture. Hein. En fait, pour dire qu'on voudrait même, parce qu'il est déjà très content par rapport à ça, qu'il voudrait même une approche beaucoup plus scientifique. Autrement dit, est-ce que vous êtes disposé alors, à nous inviter un jour, dans 1 an, dans 2 ans, autour d'un essai sur la thématique? En réalité, c'est ça l'objectif de sa question. Bon, parce que je ne vais pas promettre, parce qu'on dit que la promesse est une dette, donc je ne promets pas. Mais dans les jours à venir, je peux y penser. Voilà. Et améliorer avec des chiffres. Mais tout quand même, on peut quand même faire passer un message, que ce soit la poésie, le roman. L'essentiel, c'est le message. Les chiffres, c'est autre chose. On peut les insérer dans n'importe quel genre, en fait. D'accord. Alors, pour M. Sissoko, quel est le message véritable que vous voulez nous envoyer à travers l'œuvre? Bon, c'est ce que je disais, en fait. Je pense que cette question-là a été déjà répondue, mais je vais quand même revenir encore. La répétition est pédagogique. Puisqu'on dit que la répétition est pédagogique. J'invite la société, voilà, à ne pas penser autrement des filles qui se prostituent, parce que les filles le font pour diverses causes, au fait. Et j'ai eu à citer des causes ici qui est la pauvreté, le chômage et toute la pression familiale, au fait. Et j'invite aussi les filles à prendre en charge leur vie, de ne pas trop compter sur l'homme, parce que quand on compte trop sur un homme, peut-être cet homme-là va se servir de vous, vous utiliser, pourquoi pas la faire vous jeter, au fait. Donc, c'est mieux de travailler soi-même et attendre de l'homme un bonus. Donc, je veux dire aux filles que si un homme peut être président, quand même une femme peut être aussi présidente, parce qu'on a les mêmes têtes et tout. Donc, je les encourage juste à se battre dans la vie. Je ne pourrais pas quand même utiliser un nom d'homme sur la couverture. Pendant que le livre même parle des femmes, il n'y a pas de logique, il n'y aura pas de cohérence, au fait. Donc, j'ai choisi Amila Bambakwaz. Il y a des gens même qui se demandent pourquoi le titre Amila Bambakwaz, parce que je ne voulais pas utiliser quand même un titre un peu hermétique où ça va pousser les gens à réfléchir. J'ai juste choisi les noms de chez nous, en fait. Ami, Gafou, La Blanche, juste pour dire que bon, ce sont quand même des noms vraiment naturels de chez nous. Et en mettant Ami sur la couverture, peut-être les jeunes filles vont dire mais qu'est-ce que lui là il a pu dire sur les jeunes filles. Donc elles vont s'intéresser au livre, acheter et découvrir le contenu. Et Dieu faisant bien les choses, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des exemplaires achetés, tous ces exemplaires-là sont achetés seulement que par les filles. Ah bon? Oui, et c'est vraiment beaucoup à féliciter. Monsieur Maïga vous félicite et veut savoir justement, il veut avoir quelques précisions sur les noms là, quoi. Ami, Lagaré, voilà, Gafou. Voilà, il veut que vous nous en parliez un peu. Bon, Ami, la Bambakwaz. Est-ce à dire, par exemple, je vais essayer d'aller dans le même sens que lui. Est-ce que vous en voulez au Ami? Par exemple, Ami pouvait être Oumou. Est-ce que vous en voulez au Gafou parce que Gafou pouvait être Sita? Est-ce que vous en voulez au Lagaré parce que Lagaré pouvait être Rokia? Elles vous ont fait quoi? Les Amis, les Gafou, les Lagaré? Bon, je ne suis pas quand même rancunier jusqu'à ce point. Bon, Ami, la Bambakwaz, Gafou, la Blanche et Lagaré, la française sont des noms quand même qui ont été imaginés, au fait. Mais quand même, pour dire que je ne suis pas rancunier, quand même j'ai connu quand même une Lagaré dans ma vie qui m'a peut-être rendu la vie impossible. Mais... Ça vient. Non, qui m'a rendu la vie impossible à un moment donné. Mais dans le livre, quand même, je l'ai quand même donné quand même une bonne image. Voilà, parce que c'est celle qui sera récupérée, parce qu'à la fin du livre, Amila Bambakwaz va mourir et puis Gafou la Blanche. Ouais, il a tué, hein.
Bon, Gafou la Blanche sera confronté à des maladies et tout, mais c'est Lagaré qui sera sauvé. Juste pour dire que je ne suis pas rancunier, même si dans le passé, elle m'a quand même traumatisé un peu, mais quand même, je lui réserve une bonne fin, quoi. Le tribunal... Voilà, quand même, j'ai choisi ces noms parce que ces noms sont des noms de chez nous. D'accord. Bon, on a fait presque 1h30 d'échange. Oui, c'est presque la fin de cette rencontre avec l'auteur Adama Sanogo, que je vous demande d'applaudir très très fort, vraiment. Nous nous sommes bien régalés en sa compagnie. Juste, alors, le temps maintenant de lui donner encore la parole pour un dernier mot. Mais comme vous savez, l'auteur est un slammer. Voilà, on aurait aimé quand même écouter un peu de slam. Maintenant, suivi de votre dernier mot. Slam. Namou. S'il n'y a que des mots pour dire les mots de cette société, alors souffrez de mes mots pour soulager vos mots. Si la vérité ne se trouve que dans la parole ou encore dirais-je l'islam, par ma voix les personnalités seront forgées, les mentalités seront dressées. S'ils m'aiment parce que je sais bien rimer mes vers, ils me détesteront parce que j'ai une langue de vipère pour trancher la justice et d'incliner l'injustice. SOS crie l'éducation malienne. SOS crie l'éducation malienne. Il est temps de dire que l'éducation malienne est pourrie à mourir. Sa bonne qualité est en coma depuis la nuit des temps. Il faut conclure que cette éducation meurt à petit feu comme la vérité de la bouche des politiciens. Nos anciens du village qui nous enseignent nos histoires sont remplacés par les bienfaits de la science. Dès lors, notre conscience a pris une nouvelle tournée inconsciente. Imaginez-vous de coefficient 100% naturel hier. L'éducation est passée à 0%, 100% modifiée aujourd'hui. Il suffit de jeter un regard dans les rues, dans les grains, dans les familles pour voir cette éducation mourante comme les moutons à la porte de la fête de Tabaski. Le père des familles actuelles s'en moque et voici comme il parle. Patati, patata, bidon, tese camara. Comme si les enfants sont devenus l'image fictive d'Amadou Kounfa ou encore de Ben Laden, jusqu'au point d'être craintifs vis-à-vis de ce monsieur appelé Papa P.A.P.A. Pouf. La mère, on n'en parle pas. Allez, konika tontini warika strodron. Si sa fille veut qu'elle couche même avec des fous dans les carrefours, elle s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir l'argent au fou. SOS crie l'éducation malienne. SOS crie l'éducation malienne. Slam. On applaudit. Et un dernier mot pour conclure la rencontre. Bon, quand même, je tiens à remercier ce charmant public qui ont quand même effectué le déplacement pour venir assister, pour emprunter le thème à Dr Eli Diko, mes bêtises. Voilà. Et je n'ai pas de mots pour vous. Et c'est l'occasion pour moi de remercier mon club Slam Agoratoire, l'école supérieure du journalisme, et mon grand frère, mon aîné H2O qui est présent dans la salle. Merci beaucoup. Et à tous mes jeunes frères et sœurs qui ont effectué le déplacement juste pour suivre cet exposé. Et remercier quand même ma boîte Djoliba FM, et Djoliba TV News et Bintili Communication. Et M. Birama Konaré d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à promouvoir mon livre et d'avoir... Je ne sais pas, je manque de mots en fait. C'est l'émotion. Donc tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci à Birama Konaré. Merci. Merci beaucoup. Cher public, merci à vous d'être venus, assister et participer à ce voyage, à ce train littéraire avec nous. Pour rappel, je l'avais dit, le train littéraire est une initiative de la gare, Bintili Communication, Djoliba FM et Djoliba TV. C'est tous les derniers jeudis du mois. C'est pour vous dire que nous allons vous donner rendez-vous le dernier jeudi du mois d'avril, le dernier jeudi du mois de mai, ainsi de suite. Et le train littéraire est là depuis 6 ans bientôt. Et pendant 6 ans, nous avons reçu beaucoup d'écrivains. Et croyez-moi, c'est le Benjamin, côté âge, de tous les écrivains qui sont passés par là. Comme quoi, oui, vous pouvez applaudir. Comme quoi Pierre Corneille a raison. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Et moi, je crois que l'auteur lui-même qui est avec nous aujourd'hui, Adama Sanogo,
de par son propre exemple, déjà, sa vie seulement, pour moi, est un moyen de lutte contre la corruption, contre la fainéantise, contre le laisser-aller de la jeunesse. Parce qu'en dépit de votre jeune âge, vous avez pensé et vous voyez le monde en grand. Et si tous les jeunes voyaient le monde de cette façon-là, je crois que les uns et les autres allaient éviter de se prêter à des actes de bassesse. Merci d'avoir vu que par votre exemple, vous pouvez effectivement changer beaucoup de choses. Mesdames, Messieurs, c'était Amila Bamakwaz, l'œuvre au programme ce soir de notre auteur Adama Sanogo. Merci de l'avoir lu. Merci d'aller chercher à lire ce bouquin pour vous qui ne l'avez pas encore. Et n'oubliez pas les rendez-vous littéraires de la gare tous les derniers jeudis du mois. Merci à toutes et à tous et au revoir. Le livre sans la porte.